Aujourd'hui, on est là pour parler de tribune juive, mais en fait, tout a commencé avec le bulletin de nos communautés. Absolument. Le bulletin de nos communautés a été créé par mon oncle en 1945. Il est vrai que c'était le mois de décembre en 1945, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et voilà. Et c'était tout de suite après son retour de Limoges en Alsace, dans l'Alsace-Libérée. Et voilà, on a apparu bulletin de nos communautés d'Alsace et de Lorraine, bimensuel, et dont le rédacteur en chef était le grand rabbin Abraham Deutsch, qui était alors rabbin de Strasbourg, pas encore grand rabbin. Voilà. Et c'est un journal, donc le titre semble indiquer que c'était un journal qui était édité par les communautés d'Alsace et de Lorraine. Non, c'était un journal indépendant créé par mon oncle. Alors le premier éditorial, donc l'éditorial était écrit par le rabbin Deutsch. Comme c'était un homme modeste, il avait simplement signé par un D, et on avait l'impression que c'était le bon Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui avait Qui donné avait sa créé le journal. bénédiction, la bénédiction au journal. Voilà. Et donc dans l'Alsace reconquise, et c'était un journal qui s'exprimait en français surtout, mais aussi en allemand, et particulièrement les commentaires ou les explications sur la paracha, et sur la lecture biblique de la semaine. Et qui donnait aussi des nouvelles des communautés. Oui, bah, c'était extrêmement important parce que en 1945, on ne savait pas, on ne savait pas, on ne connaissait pas l'ampleur du génocide, l'ampleur de la catastrophe. Donc on attendait le retour des gens et dans le bulletin, on indiquait ainsi quand dans telle et telle communauté les gens revenaient de déportation. C'était quand même. C'est pour ça qu'il y avait. Je pense que c'est la raison pour laquelle le titre était bulletin. Effectivement, c'était pour noter qu'il revenait. Alors, à côté de cela, il y avait des informations. Voilà. Alors à cette époque, vous étiez un jeune rabbin, vous étiez l'aumônier de la jeunesse, et puis en 65, vous avez décidé de devenir journaliste et de participer au bulletin. C'est-à-dire au début, vous faisiez donc la rubrique des jeunes, et puis en 65, donc vous êtes devenu vous-même le directeur du bulletin. Donc, nous sommes 60 années plus tard. Non, 20 ans plus tard. Pardon, je veux dire 20 années. Je me trompe toujours dans les calculs, hein, vous savez, il faut faire très attention. Donc, oui, 20 années plus tard, Oui. eh bien, à ce moment-là, il s'est trouvé que mon oncle a pris sa retraite, n'est-ce pas? Oui. Et alors, j'avais devant moi, effectivement, cette possibilité, à savoir que, parce que, bon, c'était un bimensuel, mais je pensais déjà à l'hebdomadaire, que tous les vendredis arriveraient dans les communautés qui étaient plus ou moins vides. Oui. Donc arriverait à domicile des gens, une leçon de judaïsme et d'information sur le judaïsme, d'information sur ce qui est arrivé au peuple, ce qui arrive au peuple juif. Et je considérais que c'était très important, et par conséquent, j'ai dirigé mon rabbinat, mais c'était bien en tant que rabbin, j'ai dirigé mon rabbinat dans cette direction, puisque cette possibilité m'était offerte.
Oui, mais ça vous a obligé à renoncer finalement à une carrière de rabbin plus importante. Et voilà, j'ai renoncé. Et pourquoi? Mais parce que je pensais que c'était très important que paraisse ce journal, qui était un journal indépendant. J'insiste beaucoup là-dessus. Peut-être ai-je eu tort de trop, comment dire, de trop aduler l'indépendance, parce que finalement, on n'est jamais totalement indépendant. Hein. Mais en tout cas, hein, je tenais absolument. Bon, le grand rabbin Deutsch continuait à être le rédacteur en chef. Bon, alors il me demandait un certain nombre de choses. Bon, je ne pense pas, euh, avoir désobéi, mais malgré tout, c'était déjà une autre voie. C'était déjà une autre voie. C'est-à-dire, Bon, il y a un certain nombre de thèmes que le grand rabbin n'aimait pas. Toute critique de l'orthodoxie était pour lui un scandale en tant que soi. Sacrilège. Hein? Un sacrilège. mais alors comment ça se passait? Vous vous disputiez? Ils censuraient? Non, Comment ça se passait? non, nous ne sommes pas disputés pour la simple raison que le grand rabbin Deutsch a fait son aliyah. Hein, et que par conséquent, à ce moment-là, je me sentais beaucoup plus libre, et lui aussi d'ailleurs a compris que euh, cette liberté me revenait. Alors, votre oncle, en fait, assumait toute la partie financière du bulletin de vos communautés, de nos communautés. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait pris sa retraite? Non, mais il y avait aussi les publicités Oui, qui faisaient. oui, mais il gérait aussi les publicités. Bon, écoutez, je me suis engagé totalement pour la diffusion du journal. Oui. Hein, et pour, bon, donc, dans une première étape, j'ai pensé que, euh, bon, Alsace-Lorraine, c'est très bien l'Alsace-Lorraine, mais il y avait encore d'autres régions en France. Ah bon? Hein, voilà. Et, j'ai donc donné des nouvelles locales. J'ai peut-être eu tort de penser que les nouvelles locales comme ça, bon, nous sommes partis en balade, la plupart du temps, les gens écrivaient avec deux L d'ailleurs, nous sommes partis en balade, c'était très bien, on recommencera, et que ça venait de Marseille ou de Lyon ou d'ailleurs, ça n'intéressait pas nécessairement les gens du Nord. Bon, alors, j'ai créé des suppléments. Les suppléments. D'ailleurs, l'un des suppléments, qui est celui de Marseille, portera plus tard, dans Tribune Juive, le nom de Jean-Benoît Picard, parce que Jean-Benoît était notre correspondant à Marseille. Ah oui. Voilà. Et, alors, dites-nous un peu qui était Jean-Benoît Picard, parce que tout le monde ne se souvient pas de lui. On ne se souvient plus de lui. Écoutez, tout homme est mortel. Oui. Bon, c'est comme ça, et la mort passe, et il y a déjà beaucoup, moi je suis encore vivant, mais je suis sûr qu'il y a un tas de gens qui ne se souviennent pas de moi. Donc par conséquent, c'est... Non, mais il faut dire qu'il est tombé au champ d'honneur pendant la guerre de Kippour. Il est tombé pendant la guerre de Kippour, il est tombé également Daniel Veil, alors je ne pouvais pas... J'aurais pu peut-être associer, mais c'était pas. Je l'ai vraiment fait parce que Jean-Benoît était notre correspondant, à Marseille. Hein. Et alors, c'est un sport qui. Le grand rabbin de Kling, qui avait un bulletin local, était d'accord pour renoncer au sien, à partir du moment où il était intégré dans Trémugie, mais tous ces bulletins vont coûter beaucoup d'argent. Ben oui. Ça veut dire que d'ores et déjà, je m'étais engagé sur une voie qui n'était pas la voie la plus prudente.
j'estimais que le côté rédactionnel, que l'information que je voulais transmettre était essentielle. Et bon, je suivis cette voie, je suivis cette voie. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben finalement, je crois que j'avais écrit comme titre à un moment donné, lorsque on avait ces différents bulletins euh, locaux, journal, une formule du genre organe du judaïsme français. Bon, personne ne m'avait demandé d'être l'organe du judaïsme français. Et puis j'ai vu que personne ne protestait. Bon. C'était un état de fait. Alors, à un moment donné, parce que j'avais également un bulletin suisse, je crois, ou belge, j'ai écrit organe du judaïsme d'expression française d'Europe. Oh là là. Là aussi, personne n'a protesté. Bon. Mais attendez, vous parlez encore du bulletin de nos communautés ou C'était déjà... encore le bulletin. Ah oui, oui. Alors, quand Tribune Juive, Oui. quand est venu le titre de Tribune Juive, et que le journal est devenu hebdomadaire, alors à ce moment-là, bon, je ne me souviens plus très bien combien de bulletins locaux il y avait, combien il n'y en avait pas, mais en tout cas, je sais que très très longtemps, parce que je le vois, et lorsqu'il m'arrive d'ouvrir un ancien exemplaire, il y a là le bulletin, donc Jean-Bernard Picard, etc. Mais alors pourquoi ce titre de tribune juive? Parce que je trouvais beau Tribune. Il y avait avant la guerre un journal qui s'appelait La Tribune Juive, qui était dirigé, je crois, par un monsieur Grossvogel. Hein, et mon oncle travaillait au niveau publicitaire, hein, également lorsqu'il a sorti son calendrier dans le cadre de ce journal de M. Grossvogel, et je pense que c'est ça qui lui a donné l'idée. Hein. Mais comme je ne voulais pas reprendre un titre ancien, totalement, à partir du moment où je risquais, je ne sais d'ailleurs pas si c'était vrai ou pas, mais où je risquais de modifier l'idéologie du journal s'il en existait une, eh bien à ce moment-là, on a sorti Tribune Juive, qui fut sans doute le seul journal sans article. Sans article? Oui, la Tribune Juive, j'ai supprimé. Ah oui, oui, d'accord. J'ai supprimé déjà, voilà, pour avoir Tribune Juive. Oui, alors donc là, on est encore à Strasbourg. Comment? On est encore à Strasbourg. Juste pour petite information, on disait toujours que le Yeti Spletl, comme on l'appelait, les gens le lisaient toujours à l'envers. Ils commençaient par les dernières pages parce qu'il y avait les annonces, Carnet de famille. les livrets de famille, le carnet de famille, et les gens commençaient à le lire à partir de la page de fin, quoi, en quelque sorte. C'était la première chose que les gens ciblaient en recevant le journal dans la boîte aux lettres. On disait aussi qu'il y avait, parce que les communautés existaient dans des villages encore. Absolument. N'est-ce pas? Et le bulletin était sans doute le seul journal, enfin je parle du journal du journal juif, qui était une nécessité parce qu'il y avait une véritable communauté organique à Alsace-Lorraine. Lorsque viendront les Sfardim d'Algérie notamment, il n'y avait pas cette même nécessité. Hein? Tandis qu'en Alsace, c'était... C'était le lien, c'était un lien qui réunissait tout le monde. C'était un lien, les gens voulaient savoir. Et puis il y avait donc cette question de communauté déportée, n'est-ce pas, qui revenait. Alors on disait aussi qu'il y avait une communauté où tout le monde était abonné. Ah oui? Hein? Laquelle? Parce qu'ils étaient fâchés les uns les autres. Alors comme ils n'avaient pas les nouvelles.
C'était quelle communauté où ils étaient... Je ne sais pas d'abord si c'est vrai. Donc, quand vous avez créé Tribune Juive, le format était être différent, puisque tout d'un coup, il est apparu la couleur, c'était un meilleur papier. Oui, c'était le premier exemplaire de Rosh Hashanah, je crois. Oui. J'étais là, j'avais fait faire un montage. J'avais fait faire un montage. Avec un chauffard, et puis je ne sais plus quoi, et un livre ouvert. Ça passait au papier chromo? Ouais. Moi, j'ai fait une fois la couverture du journal. Ouais. J'ai fait une fois, il y avait une grande manifestation Cotel, et je t'ai envoyé la photo, tu l'as mis en page de couverture du journal. Je l'ai encore. Oui, donc vous avez dû faire appel à une équipe technique à ce moment-là. Pardon? Vous avez dû faire appel à une équipe technique. Bon, écoutez, quand je suis entré au journal, vraiment, le grand rabbin Deutsch faisait chaque fois un résumé d'informations. Et qui était très bien, comme ça, c'était environ sur un tiers de page, je ne me souviens pas, des nouvelles courtes. Il y avait au journal également Claude Mendinger qui nous a quittés il y a peu. Oui. Ouais. Et il y avait donc d'autres personnes. Claude Mendinger était engagé par le journal, et tandis que Henri Smolarski était déjà là dans le numéro 1. Hein? Le numéro 1 de... Dans le premier numéro de Tribune Juive, Ah oui. de Bulletin de nos communautés. Il y avait déjà la signature d'Henri Smolarski. Oui, En décembre 45. Oui. Les collaborateurs vous ont suivi en fait. Là, vous avez la liste des collaborateurs dans ces papiers. Alors, attendez. Et la plupart vous ont suivi. S'ils ont suivi, oui, bien sûr. Pas de raison qu'ils abandonnent. Bon, je ne voudrais pas. Non, Ici, vous savez, dès que je commence à parler, là, je vais oublier. Alors, oui, je vois effectivement. Bon, alors, il y a une personne dont il faut que je parle absolument, c'est André Lazare. Oui, tout à fait, oui. André Lazare, il travaillait à la préfecture. Il avait taxé plusieurs journaux, alors il livrait sans signer, je crois, hein, des extraits de journaux. Hein, ah, d'accord. Oui, une revue de presse, en somme. Ben, oui, mais parce que c'est une dépense qu'on n'aurait pas pu faire, n'est-ce pas, de s'abonner à toute une suite. À une agence, oui. Voilà. Et puis il y avait, et c'était le Monde, le journal Le Monde, qui était également cité, a un jour écrit au grand rabbin Deutsch qu'il le remerciait beaucoup. Ah bon? Ben oui. Ah, c'est intéressant. De le citer. Et continuer, le rédacteur en chef de l'époque, je pense que c'était Bernard-Méry, je pense. Hein? Je vous offre un abonnement de 6 mois. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, vous me rappelez là toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur contribution. Et il y avait Roger Berg, Arnold Mandel qui était l'un des grands écrivains de l'époque. Il y avait Jean-Georges Kahn, Yohanan Cohen-Yachar, il y avait le docteur Joseph Weil, président du consistoire. Qui écrivait dans Tribune Juive? Non, je n'ai pas, il ne permet pas une équipe. Non, parce que là, d'après... La liste que vous me donnez. Non, mais d'après cet article, oui. L'indépendance du bulletin par rapport au consistoire n'était pas forcément bien acceptée par le consistoire, puisqu'ils ont créé UNIR justement pour avoir un journal qui soit plus proche de leur...
Mais de leurs intérêts. je n'ai jamais vu le moindre problème avec le docteur Joseph Ah bon? Weil, alors que. Oh, il n'écrivait pas souvent d'ailleurs. Je n'ai pas souvenir. Si, si, il est publié, il publiait à chaque parution, il y avait la traduction de. Comment s'appelle son nom m'échappe, de ce grand écrivain yiddish, de ce qui était arrivé pendant la guerre. Est-ce que c'était Tchernikovski? Je ne sais pas. Il faut vérifier, il faut corriger. Je m'excuse, les noms, mais les noms m'échappent. J'aurais dû préparer cette. Il y avait Hélène Rapoport. Il y avait Hélène Rapoport, vous savez bien, qui écrivait des contes. Ah oui. Hein, qui écrivait des contes. Il y avait aussi plusieurs noms avec une sorte de noms d'emprunt là qui étaient parmi les auteurs. Oui, bon, ben, on était plusieurs. Henri Smolarski et moi, on était pratiquement permanents. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il fallait quand même, surtout par la suite, n'est-ce pas, ce journal est le plus important, et on ne pouvait pas toujours mettre nos signatures. Oui. Donc on changeait de nom. Je dois vous dire qu'il y avait une signature qu'on avait en commun, c'était Pierre Pérez. Ça dépendait de savoir qui était. Si Pinchas Yari. C'était qui Pinchas Yari? J'étais effectivement Pinchas, c'est mon nom. C'est mon nom véritable quand je suis appelé à la Torah. Ah bon? Pinchas. Yari, c'est la traduction. Mais j'avais également Alex Eget. Alex Eget, c'était Alex Eget. Ah, d'accord. Qui écrivait les commentaires sur. Et je me souviens qu'un jour, un type d'extrême droite, qui était alors, dont on se méfiait beaucoup, et citait Alex Eget. Alex Eget. Et également le souvenir d'un dirigeant communautaire qui un jour a dit à Henri Smolarski, tu devrais prendre par exemple sur Pierre Pérez, lui il sait écrire. Voilà. Alors c'était lui qui avait écrit l'article. C'est lui qui avait écrit l'article. Oui. Voilà, alors c'est comme ça des souvenirs. Voilà. Il y avait encore d'autres. Alors, sans doute, voyez, vous m'avez commencé à citer des gens, et je suis sûr que j'en ai oublié, et que par conséquent. Moshe Katan aussi, non? Alors, de qui je veux parler? Parce que il était très proche de moi, et que nous avons, dès que je suis entré au journal, nous avons l'un et l'autre écrit, et c'est le rabbin Charles Friedman, n'est-ce pas, qui a fait son alia, et très tôt, et qui est mort ici d'une crise cardiaque alors qu'il envisageait véritablement d'être un guide pour la jeunesse. Voilà. Alors encore une fois, je demande pardon à tous ceux que je n'ai pas cités. Ouais, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais c'est comme ça. Et alors, d'où vient la décision de vous installer à Paris? Pardon? La décision de vous installer à Paris. La décision de m'installer à Paris. Alors, je ne sais pas si ça a joué ou pas, je ne sais pas, mais je vais vous raconter qu'à un moment donné, il y a Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'était Jean-Jacques ou un autre Servan-Schreiber? Jean-Jacques Servan-Schreiber, oui. Hein? Il était à Nancy. Oui. Je faisais la navette je faisais pas la navette, mais j'allais de temps en temps à Paris. Et j'avais demandé un rendez-vous, on lui demandait d'écrire une fois ou l'autre, je pense que c'est pour ça. Parce que j'avais pris contact avec des gens pour qu'ils écrivent. Il avait beaucoup insisté sur
la délocalisation, je ne sais plus le terme de l'époque, la centralisation à Paris, etc., etc. Mais lui était à Nancy, n'est-ce pas? Et puis il m'a dit, ou le contraire, non, non, c'était la décentralisation, Nancy, etc., voilà, qui formait donc un groupe. Et il m'a dit, en parlant de tribune juive, mais pourquoi ne venez pas à Paris? Hein? C'était un peu contradictoire, bon, mais enfin, je ne sais pas si c'est ça qui a joué vraiment, mais je sentais quand même que, bon, il y avait Paris, il y avait Paris, et puis à un moment donné, il y avait une demande du consistoire central. Mais ça vous a obligé à renoncer au rabbinat? De voir dans quelle mesure le bulletin de nos communautés, et c'était donc avant Tribune Juive, et le journal des communautés pouvaient s'associer. Et j'ai rencontré à ce moment-là le président Alain de Rothschild, il y avait Jean-Paul Elkann aussi, et on était plus ou moins sur une voie qui aurait achoppé de toute manière parce qu'il n'aurait jamais été d'accord que je sois seul responsable rédactionnel. Ah oui. Non, mais on était sur cette voie, on aurait pu peut-être trouver. Mais Roger Berg, qui lui dirigeait le journal de nos communautés, ne voyait pas ça du tout d'un bon oeil, et je le comprends très bien, et par conséquent, ça a loupé. Voilà. Pourtant, Roger Berg écrivait pour le bulletin de nos communautés. Il écrivait par la suite en Tribune Juive. Ah, c'était dans Tribune Juive plutôt. Tribune Juive. Ok, d'accord. C'est pour ça, je ne suis pas sûr qu'il ait écrit dans le bulletin, il écrivait dans le journal des communautés. Juste pour revenir, André Lazare, il avait quoi comme fonction à la préfecture? Écoutez, moi je suis toujours dans la situation où je pensais que c'était un haut fonctionnaire de la préfecture, mais si vous en savez plus, si tu en sais plus, eh bien tu le dis. Je te dis, entre parenthèses, d'après son fils, Oui. il était responsable des RG. Ouais, Et il a découvert, après son décès, d'abord, ils avaient toujours deux téléphones à la maison. Un téléphone rouge ou je sais pas quoi, auquel la famille n'avait pas le droit de toucher, et c'était les appels directs de la préfecture. Et il a découvert apparemment, selon certains documents après le décès de sa femme aussi, qu'il semblerait qu'il aurait été le responsable des RG à Strasbourg et qu'il était bien placé. Et c'est pour une des raisons, quand la synagogue de Bischheim, on devait reconstruire la synagogue de Bischheim, on a fait appel à Monsieur Lazare, justement parce qu'il avait les bras tellement longs qu'il pouvait régler tous les problèmes de tout point de vue, y compris les problèmes financiers. Alors qu'il était loin d'être un responsable communautaire, mais c'était un homme discret. Très discret, oui. C'était un homme très vivant, c'était également sa fonction l'exigeait. Absolument, oui. Mais je pense que par tempérament aussi. C'est possible. J'ai retrouvé l'enregistrement d'ailleurs de l'inauguration de la synagogue de Bischheim, Oui. où on entend Charles Friedman, on entend le rabbin Deutsch évidemment, et on entend André Lazare. Ah oui. Ouais. Très bien. Très bien. Alors sur le plan personnel, c'était quand même une décision lourde de conséquences de partir à Paris, parce que ça vous obligeait à renoncer au rabbinat, quelque part, et réinstaller la famille. Oui, tant que j'étais en Alsace, j'étais également, j'avais des fonctions rabbiniques. Oui. Hein, j'ai dirigé le Talmud Torah de Wissembourg, puis ensuite le Talmud Torah de Mulhouse. Ah oui, je me rappelle, je l'ai eu comme prof. Où j'ai pris connaissance d'un jeune qui s'appelait... comment il s'appelait Voilà, mon cher Roté. Michel Roté. Voilà, il y avait d'autres gens. Bon, alors quand je suis allé à Paris, Oui. mais déjà avant, je sais que on avait besoin de la place
Ferme-le. on avait besoin d'être en place de rabbins, de rabbins je ne sais pas quel était de quoi j'étais rabbin à ce moment, de quelle communauté, pour une autre personne, et par conséquent j'ai quitté ces choses-là. Bon, écoutez, j'ai effectivement, je vais même vous dire, j'ai été, mais je crois déjà vous l'avoir raconté une fois, hein, c'est que, bon, à un moment donné, bon, il y avait le grand rabbin Warszawski, Oui. s'est présenté au grand rabbinat de France. Et à ce moment-là, le président Jean Kahn m'a demandé de devenir le rabbin de Strasbourg, Ah bon? le grand rabbin du Marin, ce qui m'aurait obligé à quitter le journal. Oui. J'aurais mieux fait de le quitter d'ailleurs, mais enfin ça c'est un autre problème. Hein. Bon, mais j'ai beaucoup hésité, et puis j'ai dit, bon ben écoutez, si c'est comme ça, d'accord, je suis d'accord. Bon. Et le grand rabbin Warszawski, non, n'a pas été élu, c'est le grand rabbin Sirat qui a été élu. Oui. Bon, alors, le Shabbat après la décision du consistoire, des personnes qui ont voté, pardon, d'un collège électoral, hein, il y avait après l'office une réunion à la salle des séances de la communauté de Strasbourg, dans la synagogue de la paix, et puis le grand rabbin et le président Roger Kahn, Jean Kahn. a voulu dire au grand rabbin Deutsch combien il tenait à Warszawski. le grand rabbin Warszawski combien il tenait à lui, n'est-ce pas? Il lui a dit, et quand j'imagine ce qui serait arrivé si vous aviez été élu, monsieur le rabbin, mais ça aurait été une véritable catastrophe. Voilà. Oui, alors c'était pas Je très sais qu'ils avaient aimant. organisé un kidouche Tout c'est pour là. pour le retour de Max à Strasbourg, parce qu'il n'était pas parti. Tout cela, voyez donc que tout est relatif. Mais alors, quand vous arrivez à Paris, vous n'êtes plus rabbin, là. Vous êtes uniquement rédacteur en chef. Il est rabbin de titre, mais... Oui, mais enfin... Mais j'ai continué à faire le journal en tant que rabbin. Oui. Non, vous avez gardé le titre, mais vous avez... Non! Dans toute démarche. ma démarche, hein, j'ai fait ce journal comme rabbin. Alors on peut me dire que tu es un mauvais rabbin parce que le journal était mauvais, mais je sais pas, ça je ne sais pas. Oui. Mais je l'ai fait en tant que rabbin. Oui, mais un rabbin qui avait son franc-parler. Je sais bien, un rabbin a le droit d'avoir son franc-parler. Je veux dire... Je vais vous dire, ce qui m'a guidé, c'était l'exigence morale du judaïsme. Oui. Hein, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de faits que je me refusais d'accepter, ou pour le moins que je pensais devoir critiquer. Par exemple, donnez-nous quelques exemples. Je vais vous donner un exemple où j'ai sans doute eu tort, parce que les situations n'étaient pas les mêmes. En Alsace, comment ça se fait que l'Alsace s'est débrouillée bien au point de vue financier, ou relativement bien, hein? C'est que bon, il y avait effectivement l'argent qui rentrait parce que les rabbins étaient payés plus ou moins par l'État dans le système concordataire, mais également parce qu'il y avait une pression, hein, notamment si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas été membre de la communauté, vous ne pouvez pas être enterré dans le cimetière. Oui. Voilà, et c'est pour les ferments du Kaddish, c'était une menace qui jouait, et puis il y avait une pression, etc. Et je m'insurgeais contre le fait que le consistoire de Paris vivait grâce à l'argent que les fidèles, qui étaient souvent des fidèles peu fortunés, payaient sur la viande.
C'est pas chaque. La Les cache-route bouchers, était chère, quoi. les bouchers étaient, alors la viande était encore plus chère. Et donc j'ai protesté contre cela. J'ai dit que, bon, ça a été très très mal vu par le consistoire de Paris. Oui. Hein. Bon, et je dois d'ailleurs dire que j'ai eu des. Bon, à un moment donné, le consistoire de Paris n'a plus publié la moindre publicité dans, dans Tribune Juive, alors que dans d'autres journaux, il apparaissait. Hein. Ou bien au point de vue. Bon, j'ai toujours eu le cœur à gauche. C'est ça, oui. Hein, j'ai toujours eu le cœur à gauche. Oui. Alors, comme il y avait du gouvernement de droite qui, ou du centre, qu'importe, n'est-ce pas, qui vis-à-vis, notamment vis-à-vis d'Israël, hein, rappelez-vous Giscard avec les lunettes, j'espère qu'il regardait de loin la terre d'Israël. Bon, j'ai penché du côté Mitterrand. Et avant les élections, nous avons mis une rose sur la page de couverture. Ce qui également a amené des annonceurs à ne plus publier notre budget. Hein. Oui. Et puis, j'ai publié, lorsqu'il y a eu Sabra et Shatila. Oui, Lorsqu'il exactement. y a eu Sabra et Shatila. Kaddish pour un massacre. Oui. C'était entre Rosh Hashanah et Kippour. Oui. Hein. Avec sentiment, bon, qu'est-ce que vous allez faire entre Rosh Hashanah et Kippour? Non, pardon. Et j'ai publié une page noire avec le titre Kaddish pour un massacre. Voilà. Alors, dans l'éditorial, j'ai expliqué que c'est, encore une fois, c'est pas Tsahal qui est en cause. Hein? Mais Tsahal était responsable en tant que tel, comme, bon. Et alors, à ce moment-là, j'ai dit à l'aune des nations, Israël, c'est rien ce qu'Israël a fait ou n'a pas fait. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé dans tant et tant de pays par les puissances coloniales et tout ce que vous voulez. Donc Israël au Liban, c'est pas critiquable par rapport aux autres. Mais nous, en tant que tels, en tant que juifs, eh bien, je dis Kaddish pour un massacre. Vous savez, ça aussi, il y a un tas de gens qui n'ont pas accepté. Ça a fait un grand scandale, même. Il n'a pas été accepté. Et je raconte toujours qu'à la suite de ça, il y a eu un débat. J'ai été invité à une grande réunion à Paris du FSU, etc. Pas du FSU et puis d'autres, etc. Et lorsque l'une des personnes m'a pris à partie, hein, etc., etc., c'était le jour du procès où on apprenait que le procès Kahana, qui jugeait donc Sabra et Shatila, Oui. hein, avait révélé que Sharon avait donné l'ordre aux troupes d'entrer dans Sabra et Shatila. Et alors j'ai dit aux gens, j'étais peut-être qu'il n'était pas informé parce que je venais de le savoir. Je dis, et lorsque j'ai écrit cet article, je ne savais même pas que que Saul était rentré sur l'ordre de Sharon. Oui. Alors là, l'une des personnes s'est levée et m'a dit, c'est faux, c'est faux. Je dis, non, c'est pas faux, c'est vrai. Et alors un autre personnage s'est levé et m'a dit, écoutez, vous êtes journaliste, vous devez savoir. Mais nous ne voulons pas savoir. Et j'ai compris. C'était des gens très généreux, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Hein, et qui donnaient beaucoup d'argent, n'est-ce pas? FSU, appel unifié, etc., etc. Hein, et voilà, ils ne veulent pas savoir. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas voulu savoir non plus dans la guerre actuelle. Oui, donc vous étiez, comme on peut dire que la communauté juive de France est quand même plutôt orientée à droite,
Vous étiez un peu en porte-à-faux quelque Non, part. elle s'est peu à peu orientée Radicalisé vers la droite. Oui. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, on était encore sous l'influence de l'affaire Dreyfus. Hein? On dirait que ça faisait longtemps. Non. Hein? L'ordre, les questions d'ordre, on était contre l'ordre. Pour savoir que l'antisémitisme chrétien, bon, avait diminué, bien sûr, après la guerre, mais s'exprimer encore. Rappelez-vous que combien d'années après l'existence d'Israël, il a fallu au Vatican pour reconnaître, etc., etc., etc. Oui, ça c'est une autre Donc, dimension. bon, aujourd'hui, je pense que la communauté, et surtout à droite, C'est-à-dire qu'un journal comme le vôtre n'aurait plus sa place aujourd'hui. non, Oui. et moi non plus. Pour prendre un autre exemple, le grand rabbin Fuchs Oui, de Colmar, qui avait aussi pris des positions, oui, s'est fait aussi remonter les bretelles en quelque sorte. oui, mais il écrivait peu. Il écrivait peu, Il écrivait mais les peu. quelques fois où il avait son franc-parler, Ah oui, absolument. Absolument, j'étais pas le seul. oui, non, je sais. Non, et alors, pour moi, c'était. À un moment donné, j'ai senti que c'était très difficile et que de toute manière, je ne pourrais pas continuer. Oui. Alors, j'ai cherché à sortir. J'ai eu. Bon, quand je veux parler de la fin du journal, ça n'est pas nécessaire dans ce cadre. Josie Eisenberg, il écrivait aussi de temps en temps pour le journal? Et Josie. Je pense qu'il a dû écrire l'une ou l'autre fois. Mais au début, n'est-ce pas, au début de sa carrière, nous étions très, de sa carrière télévisée, Oui. nous étions très proches parce que Vous étiez j'en en étais pas Suisse, habitué encore. Et par conséquent, nous annoncions chaque fois les programmes. Et Mhm. nous annoncions chaque fois. Et puis, bon, c'était quelqu'un que je connaissais depuis ma première enfance. Ouais. Mais en tout cas, le titre a eu un très fort impact parce que après votre départ du journal, le titre a été repris plusieurs fois par d'autres. Je dirais, il y a eu une première équipe qui est entrée, qui a repris le journal. Cette équipe était persuadée, peut-être, je dis peut-être, parce que tout à coup ce n'était plus un Ashkenaz qui était à la tête du journal, Ah oui. c'était un Sfarad, n'est-ce pas, et que les choses. Non, ça n'a pas marché. Mais eux, c'était des gens raisonnables, pas comme moi. Et par conséquent, quand ils ont senti que ça n'a pas marché, eh bien, à ce moment-là, non, qu'est-ce que veut dire ça n'a pas marché? Ça marche, ça marche, ça marche. Hein? Tout dépend des dépenses que vous engagez. Bon, moi, j'ai été amené à trop dépenser, bien. Bon, mais je l'ai fait avec mes biens d'abord. Bon, c'est une chose. Mais ensuite, lorsque les gens disent le judaïsme est tellement. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de ce juif qui disait le Sturm allemand. Hein? Alors lui disait, mais tu n'as pas honte de dire le Stürmer? Il disait, mais non, c'est très très bien le Stürmer. Il me dit que je suis tellement puissant, que je dirige le monde entier, etc., etc. Bon, là aussi, les gens disaient, mais le judaïsme, c'est quelque chose de fort, n'est-ce pas, la communauté. Mais combien de gens ont fait l'effort de prendre un abonnement? C'est Information juive de Jacques Lazarus, souvent, n'est-ce pas, insister sur ce fait. Il disait, les gens ne sont pas prêts à faire l'effort. Les gens n'étaient pas prêts à faire l'effort. Alors quand ensuite les radios juives ont apparu également, donné des informations, bon, il y a eu toute cette sortie, n'est-ce pas? Alors moi je suis très content que
Marc Heisenberg, n'est-ce pas, est engagé des sommes. Je ne sais pas s'il est le seul à avoir engagé des sommes ou s'il a d'autres gens avec lui, je ne sais pas. Je sais pas. Mais Pour le quel journal, état? mais je pense que ce journal qui a un fort volume sur le papier, et pas qui a le journal Actualité juive, Actualité juive, Oui. n'est-ce pas, qui est un journal important, bon, qui a des collaborateurs qu'il faut payer, etc. Bon, ça exige des dépenses et qui ne sont pas assurées par les seuls abonnements et la publicité. Je suppose, je suppose. Donc, il y a eu des gens qui font l'effort. Voilà. Aujourd'hui, le bulletin de nos communautés devient une archive en ligne. On a commencé à mettre les premières années en ligne, on peut les consulter. Et il y a une demande de plus en plus grande, justement, de consulter ces documents, parce que finalement, c'est une richesse d'archives extraordinaire d'histoires de communautés, des transferts de corps d'après-guerre de gens qui sont décédés durant l'exode et autres. Et d'articles aussi. Et d'articles, bien évidemment, que nous reprenons pour notre site. Quel est ton sentiment par rapport à ce modernisme à travers Internet qui permet de relire le Yiddish Bled, comme on disait, en ligne et de découvrir toutes les informations qu'on pouvait découvrir à l'époque et dont on sentait peut-être moins l'importance à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui. D'abord, je pense que c'est un hommage à mon oncle Neftali, qui était un homme courageux et un homme prudent en même temps, qui a très bien mené cette affaire avec beaucoup de modestie, qui n'écrivait pas. Voilà. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, ce sont des documents qui sont des documents exceptionnels qui permettent aux gens de connaître sans consulter un gros bouquin. Immédiatement, 1000 aspects du judaïsme en France. Et comment lui-même est arrivé à émettre l'idée d'un journal communautaire? Pardon? Comment lui-même, ton oncle, est amené à se Je lancer? dis parce qu'il travaillait dans la tribune juive. Ah oui, d'avant-guerre, ok. Que pendant la guerre, il a sorti, il a édité les petits calendriers, etc. Il était donc engagé sur une voie. Sur la voie de... Il était engagé sur une voie. Et je crois me souvenir alors qu'il hésitait plus ou moins à la gare de Strasbourg. Il a rencontré Bertrand Joseph, qui était secrétaire Du consistoire. Et a demandé alors qu'est-ce que tu fais, etc. Et mon oncle a dit je suis en train d'hésiter, je vais peut-être. Alors il lui a dit écoute, je serai ton premier abonné. Voilà. Alors, sans doute ça, je ne sais pas si ça a joué, mais je peux m'imaginer. Alors, il y a une dimension de ce journal dont on n'a pas encore parlé, c'est celle du rapprochement judéo-chrétien. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. D'ailleurs, vous avez écrit même un livre, Shalom Jésus, donc... Dans un livre. Oui, mais même votre premier éditorial dans Tribune Juive, ça parle du rapprochement judéo-chrétien. Non, oui. Dans le bulletin. Je crois d'ailleurs que Tribune Juive a été citée pour la première fois dans le monde à la suite d'un... Je dis ça parce que c'est devenu commun, mais à l'époque c'était pas... tout à fait bizarre pour un certain nombre de gens. C'était par le monde, à la suite d'un article, tiens, on n'en a pas parlé, de l'historien Lazare. Ah, Lazare Landau. Oui, lui, il est intervenu plusieurs fois. Oui.
qui a fait une analyse de Nostra Aetate, Oui. n'est-ce pas? Bon, donc il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement également à cause de la participation des chrétiens, de chrétiens dans la résistance, n'est-ce pas? Tout ce qui est arrivé pendant la guerre. Il y a eu, je ne sais pas ce qu'il y a eu d'autre, mais ces éléments ont joué. Et puis, ce que j'ai écrit plus tard dans Shalom Jésus, hein, Oui. ce sont des éléments qui existaient dans ma conscience. Et par conséquent, il était normal que j'aille dans cette voie. Je dois dire que par la suite, ici, dans le pays, nous avons essayé également de travailler dans les rapports d'amitié judéo-chrétienne, je dis ici, en Israël. Et puis là, de ce côté-là, j'ai été très, très déçu. Ah bon? J'ai été très déçu. Encore que j'étais en rapport très, très cordial à un moment donné avec l'ambassadeur du pape, comment ça s'appelle? Le nonce. Nonce apostolique. Le nonce apostolique. J'étais en rapport très étroit avec lui. Mais j'étais en rapport également avec un autre cardinal. Je veux pas donner les noms. Mais lorsque c'est ambassadeur, comment? Je me rappelle. Le nonce. Le nonce apostolique. Le nonce, mais bien sûr. Et là, c'est l'âge qui commence à faire ses effets. Hein? Mais Là, non. Mais si, Mais non, allez. il faut quand même que... Et lorsque le nonce a été nommé aux États-Unis, les discours qu'il tenait aux États-Unis n'étaient pas les mêmes qu'il tenait ici. Ah oui. C'était un discours où sa critique contre Israël était vive. Idem pour un cardinal. Hein? Voilà. Alors, je ne peux pas donner les noms. Et idem pour les gens avec lesquels j'ai travaillé ici. Et pour lesquels, ici, je m'étais beaucoup dépensé. Je m'étais dépensé notamment pour créer avec Marie-Jo Pierre, qui, elle, est une femme formidable, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je crois qu'elle est entrée dans un couvent, je ne sais pas, et en tout cas, il y a silence sur Marie-Jo Pierre, avec elle, nous avons vraiment travaillé, et j'ai permis à Michel Romeau, au père Michel Romeau, de travailler pendant 3 ans pour instruire des gens, alors que le Vatican ne le soutenait plus. Ah oui, oui. Hein? Et j'ai beaucoup travaillé. J'étais en tant que Professeur. Pardon? Professeur, vous étiez enseignant dans son école. Non. J'étais en tant que conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. J'ai pu entrer en contact avec dont un certain nombre de gens à Paris, dont cet homme-là qui était très bien, Albert Dreyfus-Schmitt, au Sénat, le sénateur Albert Dreyfus, d'autres personnes. Et nous sommes arrivés, et on m'a dit que c'était la première fois et que le consulat général de Jérusalem et l'ambassade de France à Tel Aviv s'étaient associés. C'est vrai. S'étaient associés pour un projet. Après, on avait 3 sources financières. Les affaires étrangères en tant que telles, le consulat général, l'ambassade. On a réussi à faire ça pendant 3 ans. Et lorsqu'il a fallu ensuite un peu de courage pour continuer, tout ça est tombé. Mais de vous associer, pourquoi? Pour quel projet? Pour continuer. Mais pour continuer quel projet? Pour continuer une école. Ah oui, l'école de Michel un Romeau. Séminaire d'enseignement où venaient des gens pour apprendre le judaïsme. Les matières juives, oui. Pour apprendre le judaïsme. Voilà. Alors tout ça s'est tombé. Et je dois dire également que les cercles que nous avons faits ici, fondés ici, eh bien,
Ça n'a pas continué. Ça n'a pas continué. Voilà, c'est comme ça.